Yokoya est un solitaire malheureux, en manque de la tendresse maternelle depuis que sa mère est partie acheter du lait. Mais sa vie change pour le mieux lorsqu'une domestique assassine pleine de mystères lui demande de l'employer et de devenir son maître. C'était une journée ordinaire pour Yokoya. Il traînait, dormant jusqu'à midi, quand soudain quelqu'un a sonné à sa porte, le forçant à se lever. Quand il va à la porte, sur la caméra, il voit une femme de chambre qui ressemble à une version emo de Violet Evergarden, lui demandant de l'employer comme sa femme de chambre. Après que Yokoya l'ait laissé entrer, il la laisse s'asseoir sur son canapé, lui offre un verre et commence à penser qu'elle est là, soit pour lui vendre ses reins, soit pour lui vendre de la poudre blanche joyeuse. Il lui demande ses expériences passées en tant que domestique, mais elle lui dit qu'elle était auparavant une tueuse à gages qui ciblait des personnes s'étant rebellées contre son maître, le même maître qui l'a envoyé ici. Yokoya pense qu'elle plaisante, mais après avoir réalisé que ce n'est pas le cas, Yokoya devient nerveux. Il pose des questions sur le patron de la femme et sa relation avec sa famille, et elle commence à expliquer comment son patron avait autrefois un poisson rouge qui a eu un bébé qui s'est transformé en chien qui cherchait Nemo, et ce type était l'ami de la mère de Yokoya. Yokoya frappe sa main par frustration, mais réalise rapidement qu'il a fait une erreur, risquant de la mettre en colère. Alors il change de sujet et lui demande quelle est sa méthode spéciale pour assassiner des gens. Ensuite, ils sortent et elle sort ses couteaux, fait un salto arrière, lance les couteaux avec précision sur l'arbre et montre sa spécialité, qui est le lancer de couteau. Elle sourit fièrement et explique que le lancer de couteau n'est qu'une de ses nombreuses compétences en tant qu'assassin. Mais malgré avoir vu ses capacités incroyables, Yokoya lui dit qu'il ne peut pas employer la femme John Wick comme servante. Bien que cela la contrarie, elle comprend sa décision, s'excuse de lui avoir pris son temps précieux et s'en va. Alors qu'elle passe la porte, Yokoya tombe à genoux, stupéfait de ce qui vient de se passer. Mais en baissant les yeux, il trouve quelque chose. Pendant ce temps, la domestique marche seule, sans but, se demandant ce qu'elle doit faire ensuite. Elle se retourne en s'attendant à ce que Yokoya la poursuive, mais elle est déçue de ne voir personne. Cependant, juste au moment où elle traverse les rails du train, Yokoya crie pour elle avec une cloche à la main, disant qu'elle l'a laissée derrière. Quand la bonne se retourne, le camion Kun est sur le point d'envoyer Yokoya dans un monde parallèle, mais elle devient furieuse et sauve Yokoya de la mort. Contrairement à avant, la bonne a l'air adorable avec des rougeurs sur les joues et Yokoya la remercie de l'avoir sauvée. Elle s'excuse de l'avoir sauvée, disant qu'elle n'a jamais sauvé de gens auparavant et que son cœur bat vite. Yokoya lui tend la cloche et elle le remercie de lui avoir rendu avant de repartir. Cependant, alors qu'elle s'éloigne, Yokoya change d'avis et lui dit qu'il a besoin de son aide pour le ménage. De retour chez lui, Yokoya est choquée de voir tous les couteaux qu'elle possède alors qu'elle déballe ses affaires. Pendant que la bonne parle de la façon dont ses couteaux auraient pu arrêter le grondement, Yokoya l'arrête et lui dit qu'il a besoin qu'elle nettoie ses ordures. Pas qu'elle nettoie les rues des trentenaires avec des problèmes de papa. Cependant, elle pense seulement à nettoyer des cadavres et Yokoya s'efforce de lui expliquer qu'il s'agit d'un autre type de nettoyage et qu'il a besoin d'une femme de ménage. Elle lui demande s'il va vraiment l'embaucher tant qu'elle fait ses tâches et il accepte. Plus tard, Yokoya revient dans une situation compliquée, trempée, tenant un balai cassé et un seau sur la tête. Elle commence à s'excuser abondamment et glisse soudainement sur le sol mouillé, mais parvient rapidement à se rattraper comme Spider-Man, tout en ayant encore le seau qui frappe sa tête. Après ce qu'il a vu, Yokoya lui demande si elle est vraiment maladroite, et elle s'excuse pour ses erreurs en se sentant honteuse d'elle-même. Yokoya enlève le seau de sa tête, lui donne une serviette et lui dit qu'elle peut commencer à apprendre dès maintenant avec son aide. Il lui demande de continuer et elle hoche la tête de manière mignonne. Des heures plus tard, l'endroit est impeccablement propre et Yokoya la félicite pour son travail acharné, ce qui la rend heureuse. Ensuite, Yokoya voit l'heure, réalise qu'il est temps de dîner et lui demande si elle peut cuisiner. Elle baisse les yeux comme un pauvre chien et Yokoya la rassure que tout va bien car il va cuisiner pendant qu'elle prend un bain. Dans la baignoire, la femme de chambre pense à Yokoya en rougissant, se mouillant de l'intérieur avec l'eau. Pendant ce temps, Yokoya est dehors, réfléchissant à voix haute, se sentant anxieux et ne sachant pas quoi faire lorsqu'une bonne pleine d'émotions prend un bain à quelques mètres de lui. Il s'échauffe en pensant que la bonne pourrait sortir vêtue seulement de serviettes, mais elle revient en uniforme complet, décevant Yokoya. Ensuite, il commence le dîner. Et tandis que Yokoya la prévient, la servante se sent confiante et commence à hacher les choux comme s'il s'agissait de corps humains. Yokoya sort du ramen et du porc frit, ce qui la confond sur ce qu'est le porc frit. Elle explique qu'elle en a peut-être mangé avant, mais elle n'a jamais été une grande amatrice de bonne nourriture pour se soucier vraiment de ce qu'elle mange. La domestique déclare que manger sert uniquement à soutenir la vie et que les saveurs ne sont pas importantes. Mais Yokoya lui assure qu'une bouchée de porc frit la fera crier de joie et émettre des bruits heureux, comme si elle était dans Food Wars. Yokoya se sent confiante et
trouve du porc frit et le divise en 2 portions pour lui-même et la servante. Mais il se rend compte qu'il ne connaît pas son nom. La servante dit à Yokoya qu'elle n'a pas de nom et que son maître lui donne habituellement un nom. Au début, il veut l'appeler Big Steve 9000, mais choisit de lui donner un nom plus tard, après avoir trouvé de l'inspiration. Puis ils commencent à manger, et après sa première bouchée de porc frit, elle pense toujours qu'elle ne peut pas dire quel goût il a, déclenchant ses souvenirs d'un sombre passé. Mais cette fois, elle se sent réchauffée à l'intérieur, et dit à Yokoya que sa viande est délicieuse. Elle dit à Yokoya que la nourriture et lui, en tant que personne, lui semblent chaleureux. Mais il n'entend pas ce qu'elle dit, et lui annonce qu'il a préparé une chambre pour elle. Yokoya lui dit qu'il a préparé la chambre magnifiquement juste pour elle. Et après avoir entendu cela, elle se souvient d'un autre passé plus sombre où elle se baignait dans le sang. Mais contrairement à ces moments-là, elle veut que son nouveau maître la traite avec soin. Yokoya remarque que son porc n'a pas de sauce. Contrairement au sien, alors il lui tend la sauce pour mettre sur son porc. Et après qu'elle s'est pris une bouchée, elle ressent l'umami dans sa bouche, ce qui la fait pousser des cris de joie à la sauce tonkatsu toute puissante. Plus tard dans la nuit, Yokoya se réveille en pleurant après avoir fait un mauvais rêve. Mais ensuite, son estomac commence à gargouiller. Il descend pour manger quelque chose, mais soudain, une voix sort de sa cuisine. Il a peur, pensant que la femme de ménage complote quelque chose, et quand il regarde à l'intérieur, il voit la femme de ménage grignoter la sauce tonkatsu. Ils se fichent tous les deux maladroitement avant qu'elle n'essaie de s'excuser d'être une nouvelle accro de la sauce. Mais Yokoya lui dit que ça va et lui demande si elle a aussi faim. Ensuite, Yokoya sort une marmite épicée et ils commencent à manger, ce qu'elle apprécie vraiment. La femme de ménage demande à Yokoya s'il fait des cauchemars, et après qu'il a répondu, elle révèle qu'elle a entendu quelqu'un parler en dormant dans sa chambre. Elle pense qu'un assassin est entré dans sa chambre, alors elle entre avec des couteaux dans les mains. Mais au lieu d'un ennemi, elle voit Yokoya qui dort avec des larmes dans les yeux. Yokoya se sent gênée, et elle dit qu'il appelait sa maman dans son sommeil, ce qui l'embarrasse encore plus. Elle essaie de lui remonter le moral en disant qu'elle a aussi fait un rêve où la sauce lui parlait, disant qu'elle peut lécher la sauce autant qu'elle le souhaite, car il la remplira. Mais avant qu'elle ne commence à lécher, elle se réveille de son sommeil. Cependant, elle affirme que c'est la première fois qu'elle rêve de quelque chose d'autre que d'assassinat, et que c'est la première fois qu'elle a voulu continuer un rêve, contrairement à ses autres rêves. Elle se sent contrariée que Yokoya ait un cauchemar le même jour, et qu'elle ne puisse pas le réconforter. Yokoya avoue qu'il fait ce rêve où sa maman le quitte pour un nouveau papa, et qu'il commencera à pleurer s'il se réveille sans être allongé sur les genoux de sa mère. Après avoir entendu cela, la domestique lui offre ses genoux pour s'allonger, et quand Yokoya rejette son offre, elle devient triste, pensant qu'elle ne peut jamais réconforter les gens, seulement les tuer. Soudain, Yokoya s'allonge, brisant son obscurité, et ils se sentent tous les deux réchauffés l'un par l'autre. Yokoya regarde son visage, réalise qu'elle le regarde aussi, et il s'endort sur ses genoux chauds et dodus. Dans son esprit, elle se demande pourquoi son cœur battait si vite lorsqu'elle a sauvé Yokoya, contrairement aux fois où elle a envoyé des gens à la mort. Alors, elle veut comprendre pourquoi son corps a réagi rapidement pour le sauver. Le lendemain matin, elle joue à Fruit Ninja avec les déchets avant de les mettre dans le sac. Et lorsque Yokoya lui demande pourquoi elle fait cela, elle explique que cela permet d'économiser de l'espace, ce qui impressionne Yokoya. Soudain, ils trouvent un chien abandonné devant la maison, avec à côté une lettre d'un homme sans le sou qui a laissé le chien chez Yokoya, pensant que c'est un homme riche qui s'en occuperait volontiers. Malgré son objection, Yokoya veut l'accueillir, ne voulant pas qu'il meure d'abandon. Mais contrairement à son maître, la servante pense différemment. Elle déclare que le petit chien a ses propres instincts animaux, et le sauver par sympathie le rendrait moins capable de survivre aux difficultés, transformant le chien en un petit compagnon, Buggy. Elle demande à Yokoya s'il est prêt à prendre cette responsabilité, et il ne se soucie pas de tout ce fromage, disant que tout comme lui a sauvé le chien, elle ne l'a pas sauvé de sa mort par sympathie, et que lorsqu'une vie est en danger, le corps d'une personne bougera tout seul, voulant les sauver. Cela touche les sentiments de la servante d'entendre ce que Yokoya a dit, et il lui dit que tout comme le chien, il sait ce que ça fait d'être abandonné. Puis il emmène le chien à l'intérieur et s'y attache rapidement. Mais contrairement à lui, la femme de ménage garde ses distances avec le chien, comme s'il portait la peste. Yokoya essaie de proposer à la femme de ménage de toucher la petite bête, mais elle s'éloigne de lui. Et après avoir vu sa réaction, Yokoya se rend compte qu'elle a peur des chiens. Elle commence à s'agiter par honte, ce que Yokoya trouve mignon. Mais elle l'informe qu'elle le toucherait de force si son maître le lui ordonnait, ce que Yokoya lui dit qu'il ne fera pas. Il lui demande pourquoi elle a peur, et la servante explique que lors d'un de ses entraînements d'assassin, elle a été laissée dans une montagne remplie de chiens sauvages féroces de la série Berserk. Yokoya comprend son traumatisme et trouve dommage qu'elle ne puisse pas aider à s'occuper du chien. Mais après avoir entendu son maître dire que c'était dommage, la servante se sent déçue d'elle-même. Avec une poitrine pleine et des cruches, la servante demande à tenir le chien, mais à sa première tentative, elle tient le chiot comme si elle tenait une bombe active, ce qui la fait trembler.
Après que Yokoya lui ait demandé quelle partie du chien lui fait peur, elle désigne la griffe, les dents et les yeux diaboliques. Mais Yokoya dit que contrairement à elle, il le voit comme un mochi, ce qui est pour elle un concept étranger. Soudain, le chien avale son doigt, la faisant commencer à sursauter, presque en train de manger le petit, le transformant en hot dog. Après s'être calmé, le chien mordillard Yokoya. En voyant ce phénomène, Yokoya vérifie ses dents et se rend compte qu'il fait ses dents, alors il l'emmène à l'hôpital vétérinaire. Pendant que Yokoya emmène le chiot pour un examen, la femme de ménage va acheter des fournitures pour chiens, impressionnant Yokoya et le chien par sa bienveillance. Il promène le chien, et après tout ce qu'elle a traversé, la domestique dit à Yokoya qu'elle n'a jamais rencontré un étalon aussi doux que lui. Elle lui dit que contrairement à lui, ses anciens maîtres étaient froids et ne se souciaient que de son travail, ne tolérant aucun échec, contrairement à Yokoya qui la traite avec douceur malgré ses nombreux échecs. Elle lui demande de la laisser rester dans son monde à lui, un monde différent du sien où tout est froid et où la survie est la règle du jeu à travers l'assassinat de personnes et l'accomplissement d'une mission. La domestique veut être comme le chien qui le rencontre dans un monde chaleureux et devient finalement quelqu'un que Yokoya souhaite. Après tout ce qu'elle dit, Yokoya lui dit que ce qu'elle veut, c'est arrêter d'être une tueuse à gages et commencer à devenir une fille normale, quelque chose à quoi elle n'avait jamais pensé auparavant. Envoyer les gens à la mort était la seule chose qu'elle connaissait de toute sa vie, mais maintenant, avec son nouveau maître, elle espère pouvoir en apprendre plus sur lui et ce monde merveilleux. Yokoya avoue qu'au début, il avait peur d'elle, mais maintenant, il la voit comme une gentille gamine. En s'entendant appeler une gentille gamine, la domestique se rappelle de son passé, et à cause de cela, elle lui demande de l'aider à devenir une fille normale. Bien que Yokoya ne connaisse pas grand chose aux tampons et aux serviettes hygiéniques, il lui dit qu'elle devrait commencer à apprendre à se sentir normale quand elle fait des erreurs, et ne pas se mettre trop de pression. Le lendemain matin, le chien se réveille au son d'elle apprenant à couper le chou, et elle veut apprendre à faire des okonomiyaki pour pouvoir les accompagner d'une sauce qu'elle adore. Soudain, le chien se téléporte à sa jambe, ce qui la fait paniquer, ne croyant pas qu'un chien normal puisse se faufiler derrière elle et assassiner. L'estomac du chien gronde, et réalisant qu'il a faim, elle lui donne de la nourriture pour chien. Pendant que le chien est occupé à dévorer la nourriture, elle essaie de le toucher, mais s'arrête lorsque Yokoya apparaît. Il commence à caresser le petit peluche, et après avoir touché son gros ventre, Yokoya décide de nommer le chien Mochi. Yokoya félicite la femme de chambre pour avoir nourri le chien et coupé le chou, lui faisant un tourbillon avant de louer son travail, ce qui charme la femme de chambre. Sur sa jambe, Mochi commence à se frotter et demande à jouer, mais Yokoya ne peut pas jouer car il doit préparer le dîner. Cependant, la femme de chambre lui dit qu'elle s'en occupera, affirmant qu'elle veut être une fille normale qui peut croire ce qu'il dit quand Yokoya dit que le chien est un paquet de joie. Yokoya utilise son charme de papa et lui dit qu'il croit en elle aussi, la pliant en 10 et enflammant sa passion. Avec une confiance totale en son maître, la domestique commence à caresser le chien. Et à chaque caresse, elle se rapproche de lui, lui donnant les puissants massages du ventre et touchant sa patte. Maintenant, elle comprend que tout comme Yokoya qui avait peur d'elle au début, elle en vient à faire confiance au petit chien, tout comme Yokoya en vient à lui faire confiance. Au dîner, elle commence à crier après avoir mangé l'okonomiyaki savoureux, et quand Yokoya lui propose une deuxième portion, elle essaie de refuser alors que son langage corporel montre qu'elle est excitée par son plat savoureux et crémeux. Yokoya lui assure que si elle a une demande, elle doit simplement lui en faire part. Et voyant cette opportunité, elle lui demande de lui donner un nom. Yokoya commence à réfléchir et lui demande sa date de naissance. Et bien qu'elle ne connaisse pas la date exacte, elle sait que c'était pendant l'hiver. Yokoya a une idée et la nomme Yuki, tirée de la neige. Cela lui rappelle son ancien patron qui la qualifie de sans cœur. Mais contrairement à lui, Yokoya aime la neige parce qu'elle est belle, rappelant à Yuki son passé quand elle faisait un bonhomme de neige. Yokoya parle d'une théorie séduisante selon laquelle la neige est aussi chaude lorsqu'elle recouvre un champ, protégeant ainsi les graines du froid pour qu'elles puissent finalement éclore en de belles fleurs avec l'aide de la neige comme protection. Après avoir entendu ces discours et vu le visage peu attrayant de Yokoya, Yuki se demande pourquoi tout dans sa vie devient plus chaud et plus beau lorsqu'elle est à ses côtés. Elle se rend compte qu'à partir du moment où elle reste dans son monde, elle finira par comprendre ce que c'est que d'être normale. Avec tout son charme en action, Yuki remercie Yokoya de l'avoir nommée, et elle commence à sourire de manière étrange. Et cela rend Yokoya heureux de la voir sourire normalement. Quelques jours plus tard, alors que Yuki joue avec Mochi, Yokoya apparaît et lui demande une faveur. Elle lui demande ce que c'est, et il révèle qu'il veut se faire percer l'oreille. Et il veut que Yuki, qui a déjà ses oreilles percées, l'aide à lui faire un trou dans l'oreille. Elle accepte sa demande, mais après avoir mis la lame près de son oreille, elle recule et commence à hésiter, terrifiée à l'idée de percer un trou dans son propre maître. Soudain, la cloche sonne et quand Yuki ouvre la porte, elle trouve une fille qui cherche son frère qui est confus à la vue de Yuki, et Yuki se rend compte que c'est la petite sœur de Yokoya, Riko. Une fois à l'intérieur,
Riko ne peut pas croire que son frère, un bon à rien de perdant, ait réussi à mettre la main sur une femme de ménage pleine d'intrigues comme Yuki, et elle lui demande pourquoi il ne lui en a jamais parlé lors de leurs rencontres familiales régulières. Il essaie d'expliquer que leur mère paniquerait probablement et que leur père lui a donné le feu vert pour engager une femme de ménage, bien qu'il ne sache pas à quel point elle est intrigante. Mais Riko n'accepte toujours pas son excuse pour lui avoir menti. Yuki leur demande pourquoi ils vivent séparément, mais au lieu de répondre, Riko commence à crier, ce qui confond Yuki sur pourquoi cette fille est si bizarre. Riko dit à Yuki qu'elle est très belle, et Yokoya explique que Riko aime les belles personnes tout en détestant les mecs laids, comme tes spectateurs, c'est pourquoi il ne veut pas lui en parler. Riko commence à bouder en maltraitant son frère, mais après s'être calmée, elle découvre que Yuki a été nommé par son maître, Yokoya, ce qui la rend confuse. Juste à ce moment-là, Yuki commence à parler de comment elle était autrefois une assassin sans nom avant que Yokoya ne lui donne un nom, et cela provoque un dysfonctionnement chez Riko. Cependant, elle change rapidement d'avis et pense que c'est génial, et lui demande de signer son carnet, ce que Yuki fait avec plaisir. Mais après que Yuki ait terminé de signer son nom, ça ressemble à des vers dérangés. Yuki se défend, disant qu'elle parle 12 langues car elle a beaucoup voyagé en tant qu'assassin, mais elle n'a jamais étudié la calligraphie, et Riko a une idée. Elle veut que Yuki soit son projet de recherche d'été, et bien que Yokoya s'y oppose, Riko charme Yuki en disant qu'elle est celle dont elle a besoin. Elle demande à Yuki de montrer son côté assassin, et malgré les raisons de son frère, elle l'assure qu'elle inversera l'histoire et fera de la domestique une personne qui ressemble à une assassin. Ensuite, ils vont dans le jardin, posent une pomme sur la tête de Riko, et Yuki lance parfaitement un couteau sur la pomme, faillant de peu à provoquer une crise chez Yokoya. Riko demande à Yuki combien de couteaux elle a et où elle les met, et Yuki répond qu'elle en a 5. Cependant, alors qu'elle est sur le point de montrer le couteau sous ses prunes, Yokoya l'arrête, nous frustrant, nous les spectateurs qui voulons voir le snus-snoo paradisiaque. Plus tard, alors que Riko pose encore plus de ces questions absurdes à Yuki, son estomac grogne, indiquant qu'elle a besoin de nourriture. Mais elle demande à Yuki si elle a un plat spécial, et Yuki dit qu'elle en a un. Elle commence donc à couper des choux, impressionnant Riko par ses compétences, et les sert simplement sur une assiette sans rien d'autre, ce que Riko loue en disant que Poppy adorerait ça. Cependant, ils vont à un McDonald's pour manger un morceau, et là, ils voient une affiche pour un festival de feux d'artifice. Yokoya dit à Yuki que le festival vend des saucisses senpai, et elle commence à baver et à s'extasier sur ce qu'il dit. Alors ils décident d'aller au festival. Après leur arrivée, Riko emmène Yuki à un stand de tir, et bien que Riko soit nulle à ce jeu, Yuki prend le pistolet comme si elle était chez elle, mais rate aussi sa cible. Et elle avoue qu'elle est nulle au tir. Au jeu de pêche au poisson rouge, Yuki utilise le Sharingan et attrape beaucoup de poissons. Et quand Riko lui demande son secret, Yuki lui apprend patiemment comment faire, et le vendeur la félicite d'être une bonne sœur. Ensuite, elles achètent le sauce senpai, ce qui excite Yuki, et après qu'elle en ait pris une bouchée, elle est sur le point de pleurer tellement c'est délicieux. Elle commence à manger rapidement, et voyant à quel point elle apprécie cela, le vendeur lui en donne plus gratuitement, ce qui la fait mal fonctionner. Riko va acheter des boissons, et lorsque Yokoya veut l'arrêter, Riko assure à son frère qu'elle ira bien. Pendant qu'ils attendent le retour de Riko, Yokoya demande à Yuki ses expériences précédentes de festival. Elle lui raconte qu'au lieu de s'amuser, elle a dû accomplir une mission lors d'un festival où elle a poignardé un homme dans le dos avec un couteau alors qu'ils regardaient tous deux les feux d'artifice. Yokoya est choqué et avant qu'ils ne disent quoi que ce soit, les feux d'artifice commencent et Yuki est émerveillé par leur beauté. Riko revient avec des boissons, disant que les festivals d'été sont les meilleurs, et avec un sourire sur son visage, Yuki est d'accord. Yokoya se replie en la voyant et renverse accidentellement ses boissons. Puis, sur le chemin du retour, Riko gronde Yuki pour avoir mangé trop de sauce, l'avertissant qu'elle pourrait devenir la prochaine Nikocado Avocado. Soudain, quelqu'un crie qu'il y a un vol, et par derrière, Motokun manque de peu d'éjecter Riko de la vie, mais Yuki parvient à la sauver à temps. Cependant, Riko commence à paniquer après que Yuki l'ait sauvée comme une princesse. Mais Yokoya n'est pas content de voir que leur sauce est maintenant renversée, déclarant que le voleur devrait rencontrer Ace en enfer immédiatement. Yuki prend les paroles de son maître au pied de la lettre et se met en mode ANBU pour poursuivre la moto. Excité, Riko veut la suivre pour voir le cerveau du voleur être éjecté de sa tête. Ils suivent Yuki qui court sur les toits comme Spider-Man, les laissant lentement derrière. Mais Riko trouve un raccourci et ils le prennent.
Après avoir trouvé le voleur, Yuki lui lance majestueusement ses couteaux, frappant ses pneus. Mais alors qu'elle s'approche du voleur avec de mauvaises intentions, Yokoya crie pour qu'elle s'arrête. Cependant, Yuki se contente de taper sur son casque en guise de punition et dit qu'elle a de nouveau faim. Et Yokoya dit avec plaisir qu'il devrait acheter plus de sauce senpai. En partant, il laisse le voleur traumatisé et il veut maintenant aller mourir en prison de son propre gré. Après avoir acheté la nourriture, ils rentrent chez eux et Riko est excité de montrer à sa classe son projet d'été, ce qui intrigue Yuki sur ce qu'est l'école. Riko commence à lui dire à quel point les écoles sont étonnantes, les décrivant comme un endroit formidable, ce que vous, téléspectateurs, savez être une arnaque. Mais elle reçoit soudain un message de sa mère qui a préparé un ragoût de bœuf pour elle. Riko se dépêche de rentrer chez elle, mais malgré sa précipitation, Yuki considère cela comme normal. Et après ce que Riko lui dit, elle dit à Yokoya qu'elle veut aller à l'école. Le lendemain matin, Yokoya va à l'école en se demandant si Yuki ira bien dans sa nouvelle école. Ses amis surgissent, lui racontant une rumeur à propos d'une servante au scénario épais en ville, ce qui le fait éclater de rire. Yokoya essaie de jouer l'idiot, disant qu'il ne sait pas de quoi il parle, mais soudain le professeur présente un nouvel élève et Yuki entre dans toute sa splendeur en tant que nouvel élève, ce qui fait court-circuiter Yokoya. Elle se présente comme Yuki, la cousine de Yokoya, mais lorsqu'elle s'assoit devant lui, elle l'appelle maître, ce qui choque tout le monde. Après l'école, Riko surgit pour leur demander comment s'est passée l'école, et tout en étant impassible, Yokoya réalise qu'elle est derrière cela, ce qui la pousse à célébrer le succès de son opération. Sur le chemin du retour, Riko complimente Yuki en disant qu'avant que Yuki ne rejoigne l'école, elle avait pu apprendre tout ce qu'il fallait savoir sur l'école en 3 jours. Yokoya demande alors comment Yuki est soudainement sa cousine, ce qui est pratique puisqu'elle est dans sa classe à la même école, mais ils choisissent de lui cacher cela. Ils répondent que Yuki a une connexion grâce à son travail d'assassin, qu'il a inscrite ici dans la même classe que lui. Et Riko a suggéré qu'elle devrait être sa cousine pour que ce soit plus facile d'expliquer leurs interactions à l'avenir. Cependant, c'était l'idée de Riko de garder ça secret pour voir la réaction de Yokoya après. Yokoya lui tape sur la tête, mais après avoir vu cela, Yuki est bouleversé et demande si c'est de sa faute. Yokoya change de ton et dit à Yuki que cela ne le dérange pas et qu'il espère qu'ils pourront tous les deux profiter de leur vie scolaire. Le lendemain, les élèves se précipitent hors de la classe voulant manger du pain Katsuda et cela intéresse Yuki. Yokoya lui demande ce qu'elle veut pour le déjeuner et elle répond « pain de Katsuda ». Il explique que le pain de Katsuda est plus rare que le One Piece et qu'elle doit être rapide pendant l'heure du déjeuner pour les obtenir. Il lui dessine un plan montrant que leur classe est la plus éloignée de la cafétéria. Et tandis que Yokoya se sent pessimiste, Yuki se sent motivé et lui dit que si S pouvait aboyer et obtenir le pain, alors elle peut l'obtenir aussi. Avec une conviction totale, elle saute par la fenêtre et monte sur le toit. Et malgré la tentative de Yokoya de l'arrêter, elle court sur la balustrade comme un ninja. Là, Yokoya réalise qu'il ne peut pas l'arrêter après avoir vu ses yeux ressembler à ceux d'une fille regardant de la nourriture, estimant que quand les sauces sont en jeu, même Azan ou Thanos ne peuvent pas arrêter Yuki. Yokoya regarde en bas et voit les gars obsédés par le pain Katsuda en sueur courir vers la cafétéria. Et il craint que Yuki ne tombe devant eux, révélant son secret. Mais juste au moment où Yuki est sur le point de sauter, elle se retourne et se balance directement pour atterrir devant la cafétéria. Et là, elle achète un pain et un sandwich. Cependant, elle informe Yokoya que le magasin ne lui permet d'en acheter qu'un en raison de la quantité limitée vendue. Il sort un autre sandwich et lui dit qu'il peut juste manger celui-ci. Yuki se sent partagé et dit à Yokoya qu'il devrait prendre le pain Katsuda. Mais il lui assure qu'elle devrait l'avoir, disant qu'elle l'a mérité. Dès la première bouchée, Yuki commence à crier de bonheur. Mais malgré sa joie, elle coupe le sandwich et le nourrit, partageant sa joie. Ce soir-là, Riko annonce qu'elle reste pour la nuit. Et bien que Yokoya n'aime pas l'idée, Riko le réprimande pour le privilège de pouvoir vivre avec Yuki et l'applaudir chaque soir. Elle ajoute qu'elle a toujours voulu une sœur avec qui elle pourrait parler des garçons autant. Elle l'a même imaginée comme sa sœur qui ressemble à un clap. Maintenant, Riko a une idée géniale. Si Yokoya épouse Yuki, son rêve se réalisera. Surtout parce que Riko pense que Yuki l'aime. Cependant, Yokoya lui dit que Yuki ne ressent pas de romantisme et que, il y a quelques jours, lorsqu'elle lui a fait du pain gamon, elle n'a montré aucune réaction. Bien que Riko soit toujours convaincue, elle pense que bien que leur mère serait d'accord, leur père ne le serait pas. Yuki apparaît en demandant qui se marie, les surprenant tous les deux par sa présence. Riko dit la vérité et lui demande si elle aime Yokoya, et elle leur dit qu'elle l'admire, ce qui fait que Yokoya se détraque. Plus tard, ils passent du temps ensemble et Riko lui demande si elle se maquille, en disant que son visage naturel ferait rougir les Kardashians. Yuki lui dit qu'elle ne l'est pas, et tandis que Riko lui dit que son visage est le rêve de nombreuses filles, Yuki dit que son apparence ne lui a jamais donné de bénéfice dans son ancien travail. Riko pense que, contrairement à Yuki,
elle n'a pas un joli visage. Mais Yuki la flatte en disant qu'elle aime l'apparence de Riko. Et Riko se sent heureuse car personne ne lui a jamais dit cela à part ses parents. Elle demande si elle peut être aussi jolie qu'elle. Et Yuki lui dit que depuis qu'elle a commencé à manger de la sauce tonkatsu, sa peau est devenue plus claire de jour en jour. Alors, elle offre à Riko un peu de son melon glacé au tonkatsu, ce qui déroute Riko au début, mais elle finit par aimer. En voyant cette interaction, Yokoya pense en lui-même qu'elles sont comme des sœurs, et il crédite Riko pour le fait que Yuki ait pu s'adapter rapidement à une vie normale. Après avoir vu son visage pensif, Riko interpelle Yokoya, disant qu'il imaginait épouser Yuki pour pouvoir voir cette interaction tous les jours. Et tandis que Yokoya essaie de le nier, Riko lui demande s'il serait heureux d'épouser quelqu'un d'aussi mignon et plein de ressources que Yuki, ce à quoi Yokoya acquiesce, rendant Riko heureuse, tandis qu'un chat se cache dans les buissons. Le lendemain en classe, alors que le professeur leur enseigne pourquoi SpongeBob est une meilleure émission que Attack on Titan, il remarque que Yokoya dort et lui balance une craie. Mais Yuki coupe la craie sans que personne ne voie et rend Yokoya aveugle, ce que Yuki ne voulait pas. Ensuite, Yokoya se rend à l'infirmerie, et là, il rencontre une infirmière intrigante tout droit sortie de High School DxD, Nita, qui remplace l'ancienne infirmière. Après qu'il se soit plaint de ses yeux, elle lui dit de s'asseoir sur le lit, mais Yokoya ressent une étrange aura venant d'elle. Nita commence à l'interroger au sujet de Yuki, et quand il lui dit que Yuki est sa cousine, Nita se met à rire, déclarant qu'il semble moins populaire par rapport à Yuki. Pendant qu'elle examine ses yeux, elle complimente son visage séduisant et après avoir vérifié qu'il est en bonne santé, elle verrouille soudainement la porte. Nita se transforme en le médecin que tout homme désire, le pousse à terre et rampe sur lui, le taquinant pour faire avancer l'intrigue. Mais avant qu'elle ne s'occupe de son hot dog, Yuki fait irruption et fixe Nita du regard. Yokoya se traîne jusqu'à Yuki en craignant le snoo-snoo, mais Nita dit que c'était une blague, car Yokoya ressemble à un hamster mignon quand il voit ses plans. Malgré les tentatives de Nita pour ramener Yokoya, Yuki le tire en arrière et lui ordonne de ne plus jamais approcher Nita. Soudain, Yokoya se souvient de ce que Riko a dit et pense que Yuki l'aime en réalité et est jalouse. Nita en a assez et les renvoie, disant que la blessure n'est pas grave, et Yuki sort lentement Yokoya de la pièce. Alors qu'elle éloigne Yokoya, Yuki s'excuse pour ses actions et dit qu'elle doit lui dire quelque chose, ce qui fait battre le cœur de Yokoya plus vite. Cependant, Yuki lui informe que Nita est aussi une tueuse, ce qui le choque. Pendant ce temps, le chat vient à Nita, et du chat, Nita reçoit des photos de la maison de Yokoya, que Nita prévoit de détruire. Nita rêve de vivre un jour sa vie sur la plage avec différents mecs en sueur à applaudir. Mais avant qu'elle ne puisse réaliser ce rêve, elle doit assassiner Yakoya et Yuki. Pendant ce temps, Yakoya a du mal à dormir car Yuki refuse de quitter son côté par peur que Nita, dont ils ne savent toujours rien, puisse intervenir et assassiner Yakoya et son précieux cornichon. Yakoya lui dit qu'il ne peut pas dormir comme ça. Alors, Yuki propose une idée et s'allonge à côté de lui, lui disant que ses cuisses peuvent l'aider à dormir en le pressant à sec, ce dont chaque homme rêve. Yakoya dit à Yuki qu'il s'inquiète pour elle, et bien qu'elle devienne timide après avoir entendu cela, elle lui dit qu'elle peut facilement se défendre dans son sommeil en utilisant un crayon comme John Wick. Yuki a une théorie selon laquelle Nita est quelqu'un qui garde rancune de son passé, mais elle assure Yakoya tout en lui tenant la main avec puissance qu'elle le protégera, la personne qui lui montre ce que la chaleur signifie. Yakoya se sent chaud après tout le temps qu'ils ont passé à se tenir la main et veut ouvrir la fenêtre, mais Yuki l'arrête et l'ouvre elle-même, disant qu'il aurait pu se faire prendre à travers la fenêtre s'il n'est pas prudent. Soudain, elle sent une délicieuse sauce katsu et réalise que c'est un piège. Mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, Nita est déjà à l'intérieur, prenant Yakoya en otage. Nita appelle alors Yuki par son vrai nom, Xue, le loup blanc des 9 descendants du dragon, et exprime sa déception envers Yuki pour s'être fait duper facilement. Yuki sort son couteau, mais Nita la menace que si elle essaie quelque chose de stupide, Nita jouera au ping-pong avec le globe oculaire de Yakoya. Soudain, Yuki commence à parler en mandarin et menace Nita en disant qu'elle donnera à manger à elle et à toute sa famille aux chiens si elle touche Yakoya, ce qui fait peur à Nita. Elle dit à Yuki qu'elle l'attendrait à l'école pour leur duel à mort, tandis que Yakoya serait prise en otage. Après leur départ, Yuki se souvient de ce que son ancien maître lui a dit, qu'elle est la version féminine de John Wick, sans une fin heureuse. Yuki sort son couteau, déterminée à accepter qui elle est et à sauver Yakoya. Yuki prévoit de sauver Yakoya à tout prix et de quitter le pays ensuite, continuant sa vie d'assassin si cela signifie que Yakoya est en sécurité. Cependant, son cœur lui dit le contraire, car ce qu'elle veut vraiment, c'est continuer la vie chaleureuse que Yakoya lui offre.
Pendant ce temps, à l'école, Nita attache Yakoya comme dans 50 nuances degrés. Mais après avoir vu sa réaction calme, elle demande à Yakoya s'il n'a pas peur et s'il déteste Yuki pour l'avoir entraîné dans ses problèmes. Yakoya avoue que bien qu'il ait peur, il croit aussi en Yuki qui a promis de le protéger. Yakoya demande à Nita au sujet de Xue, la personne dont elle a parlé, et cela surprend Nita qu'il ne sache rien sur Yuki malgré avoir vécu avec elle. Nita l'informe que Xue est un monstre considéré comme spécial dans son domaine, et venant des 9 descendants du dragon, surnommé le loup blanc, elle est Yaya de Spy Family en version amplifiée. Nita ajoute que les 9 descendants du dragon sont un groupe d'assassins d'élite qui ont été impliqués tout au long de l'histoire, de John Fitzgerald Kennedy à Franz Ferdinand. Pourtant, si Nita réussit à éliminer Xue, sa réputation montera en flèche, ce qui est son objectif. Yakoya ne croit pas ce que dit Nita, affirmant que la Yuki qu'il connaît est une fille précieuse avec de gros seins, qui se perd souvent dans ses pensées et pousse des cris de joie quand elle est heureuse. Nita révèle qu'elle ne peut pas non plus croire ce que la toute puissante Xue est devenue sous la supervision de Yakoya, déclarant que lorsqu'ils ont parlé de mariage, cela a tellement énervé Nita qu'elle voulait lancer une bombe nucléaire sur leur maison. Cependant, Nita pense aussi que Yakoya n'est pas normal pour rester extrêmement calme dans cette situation, affirmant qu'il y a quelque chose de spécial chez lui, quelque chose qui lui permet de faire fondre le cœur sombre et froid de Yuki. Nita croit que plus quelqu'un veut protéger, plus il devient faible. Donc, avec l'implication de Yakoya, elle pense qu'elle peut enfin envoyer Yuki rencontrer Ace en enfer. Puis Yuki arrive, cherchant de la fumée, et quand Nita lui tire dessus, elle coupe les balles comme si de rien n'était. Cependant, Nita a préparé une mine terrestre sous Yuki et l'a fait exploser, croyant avoir gagné. Juste à ce moment-là, Yuki surgit devant elle, manquant de peu de décapiter Nita, mais Nita parvient à l'éviter. Après avoir vu Yakoya, Yuki le calme et promet qu'elle le sauvera. Cela contrarie Nita car elle réalise que Yuki ne la prend pas au sérieux et elle commence à parler du passé de Yuki et comment, si cela était dévoilé, cela forcerait Yuki à quitter la maison paisible de Yakoya. Yuki dit à cette femme de Walmart, qui se prend pour une diva, de fermer sa sale bouche, car tout ce qui préoccupe Yuki, c'est que Yakoya a école demain et qu'il doit dormir avant le matin. Nita s'énerve et demande à Yuki si elle ne peut pas parler d'autre chose que de Yakoya. Et pour ajouter l'insulte à l'injure, Yuki commence à parler de Riko, Machi, et de ses sauces préférées. Nita en a assez et révèle ses armes secrètes, qui sont toutes dirigées vers Yakoya, le menaçant que s'il se débat, les armes tireront sur ses membres et le réduiront à un simple tronc. Ayant assez, Yuki se précipite vers Nita, ce qui l'effraie d'abord, mais ensuite elle active ses pistolets pour tirer sur Yakoya. Cependant, en utilisant la force, Yuki lance son couteau vers le ciel, sort ses petites lames et les jette vers Yakoya pour bloquer les balles. Alors que Yuki se rapproche, Nita essaie d'utiliser ses autres plans, mais le couteau de Yuki poignarde son téléphone et détruit ses plans. Alors que Yuki s'approche, Nita commence à se rappeler qui est vraiment Xue, et lorsque Yuki lui dit de renoncer, elle braque une arme sur Yakoya, mais Yuki l'arrête et la fait tomber avec un coup de pied. Nita commence à parler, disant à Yuki qu'elle sera toujours Xue, la grande assassin qui prend des vies et coupe des membres, et dit à Yuki qu'il est impossible pour des assassins comme elle de mener une vie normale car d'autres assassins viendront pour elle. Yuki est d'accord avec sa déclaration, disant que son ancien, elle n'a rien d'autre dans sa vie que d'assassiner des gens. Mais elle dit à Nita qu'elle ne prendra plus la vie de qui que ce soit et ne laissera plus d'autres personnes mourir à cause d'elle. Yuki croit que pour son avenir, elle se battra pour ce en quoi elle croit afin d'avoir la vie normale qu'elle a toujours voulu. Nita n'arrive pas à croire ce qu'elle entend, voyant le grand loup blanc Xue laisser partir sa proie et préfère sauver Yakoya à la place. Nita réalise que Yuki n'est pas une tueuse parfaite, mais simplement une fille prête à faire n'importe quoi pour ce qui lui tient vraiment à cœur. Nita sourit et commence à rire, sachant qu'elle n'a jamais eu une chance contre Yuki de toute façon. Sur le chemin du retour, Yuki s'excuse auprès de Yakoya de l'avoir impliquée et lui dit qu'elle est prête à disparaître juste pour lui si c'est ce qu'il veut. Au lieu de répondre, Yakoya lui prend la main et, utilisant son charme, il lui demande de lui apprendre des techniques d'autodéfense pour qu'il puisse l'aider, ce qui fait rougir Yuki de bonheur, sachant qu'il veut toujours qu'elle soit avec lui. Quelques jours plus tard, Yuki joue au volleyball à l'école comme si elle venait de Ekuke, et pendant que les garçons la dévorent des yeux, il n'arrive pas à croire qu'un perdant comme Yokoya soit lié à elle. Yokoya est toujours hanté par l'incident précédent avec le docteur intrigant Nita, qui lui a parlé de la véritable Yuki, qui fait partie des 9 descendants des dragons.
Depuis lors, Yokoya est devenu encore plus curieux tandis que Yuki essaie toujours de vivre normalement. Soudain, Yuki lui sourit, ce qui rend tous les garçons jaloux. Mais soudain, un ballon est lancé vers lui et Yokoya est sauvé par Nita, dont le vrai nom est Grace, ce qui rend les garçons encore plus jaloux de ce vénard. Il s'avère que Grace fait maintenant semblant d'être une nouvelle enseignante. Et bien que cela vous embrouille, chers téléspectateurs, sur la raison pour laquelle les choses se passent ainsi, Yokoya nous ramène à des semaines avant que Grace ne se présente pour la première fois sous sa nouvelle identité, une professeure de PS qui est aussi la cousine de Yokoya. Elle explique que ce que Yokoya voit est Grace dans sa véritable forme, une assassin spécialisée dans le renseignement, à la différence de Yuki qui est spécialisé dans les couteaux. Yuki demande à Grace de s'expliquer et elle lui dit qu'elle ne veut plus les tuer car ce qui l'intéresse vraiment, c'est de voir le légendaire assassin, Izu, devenir l'esclave d'un perdant impuissant comme Yokoya. Grace propose une négociation entre assassins et ses conditions à Yuki sont que Yuki la laisse rester pour les observer et qu'elle ne leur fera pas de mal tout en leur offrant du pain à la sauce Katsuhito à volonté pour les 3 prochains mois. Tandis que Yokoya essaie de déchiffrer ce code entre assassins, Yuki accepte simplement son offre car il n'y a pas de code stupide entre assassins. Tandis que Yokoya s'inquiète de l'accord, Yuki lui assure que lui faire du mal n'apporte aucun avantage à Grace. Et même s'ils sont 1000, Yuki promet de le protéger. Pendant qu'elle dit tout cela, Yokoya remarque sa bave et sait que ce qui l'intéresse, ce n'est pas lui mais le pain tout-puissant. De retour au présent, Yokoya rappelle à Grace qu'elle est censée observer discrètement, mais Grace refuse car elle veut voir la réaction de Yuki face à son comportement affectueux avec Yokoya. Alors que Yuki continue à jouer au volleyball, Grace se rapproche encore plus, taquinant Yokoya avec l'idée qu'elle va s'occuper de son hot dog. Mais alors que Yuki regarde, elle serre le ballon et le frappe fort, presque en détruisant le mur. Alors que les autres sont sous le choc, Yuki réalise à quel point elle a frappé fort. Mais au lieu de se faire gronder, les filles l'entourent, s'exclamant à quel point ses services sont incroyables. Plus tard, au déjeuner, Yuki exprime à quel point elle est gênée par ce qu'elle vient de faire et Yokoya lui demande ce qui s'est passé. Yuki révèle qu'elle se sent aliénée après avoir vu Yokoya proche d'un autre assassin. Et ici, après que Grace lui ait dit, Yokoya réalise que Yuki est jalouse. Il lui assure que ses sentiments sont normaux et elle se sent heureuse. Le week-end, chaque matin, Yuki enfile d'abord sa tenue de femme de ménage et va faire la lessive. Mais aujourd'hui, après avoir vu à quel point les serviettes qu'elle vient de laver sont pleines de savon, elle se sent extrêmement heureuse. Comme un parent fier, Yokoya se sent heureuse pour elle après avoir vu Yuki lutter pendant un mois entier à faire la lessive où elle échoue encore et encore. Maintenant, avec Yuki qui réussit à faire la lessive, elle a l'impression qu'elle commence la journée brillamment. Ensuite, elle continue de faire ses tâches, et quand vient l'heure du dîner, Yokoya l'informe qu'ils n'ont qu'un chou. Elle imagine le chou haché et servi avec une sauce katsu, mais Yokoya a une meilleure idée. Il va acheter des côtelettes de porc chez son vendeur habituel, qui est heureux de sa fidélité. Mais à côté de lui, Yuki est extrêmement excitée devant la quantité de sauce katsuda qu'elle voit. Yuki demande à Yokoya s'il a déjà ressenti ce qu'elle ressent, et il lui dit qu'il ressentait cela quand il allait au théâtre des héros. Là-bas, il était fasciné de regarder le Kamen Rider de Walmart se produire, et après l'avoir entendu raconter cette histoire, Yuki peut en quelque sorte se reconnaître. Yuki regarde alors avec admiration le vieil homme couper sa côtelette, disant à Yokoya à quel point ce vieux monsieur est un pro et se demandant si ce vieux monsieur n'est pas John Wick déguisé avec ses compétences de découpe. La grand-mère leur informe qu'elle et son mari sont ceux qui ont créé la sauce Katsuda, et après avoir entendu cela, Yuki les voit comme des dieux. Yuki les remercie car grâce à eux, Yuki, qui n'avait jamais expérimenté ni apprécié la nourriture auparavant, peut maintenant en profiter au plus haut niveau grâce à leur sauce. Un sourire aux lèvres, elle les remercie chaleureusement de lui procurer du bonheur. La grand-mère dit à Yuki que la raison pour laquelle elle peut apprécier la sauce, c'est parce qu'elle ressent la chaleur du bonheur. Et après avoir entendu cela, tout ce à quoi Yuki peut penser, c'est la chaleur de Yokoya, et elle est d'accord avec le sentiment de la grand-mère. Soudain, le grand-père apparaît derrière Yuki et enlève la poussière de son épaule. Et cela surprend Yuki de voir comment cette vieille prune parvient à se faufiler derrière elle, mais au lieu de ressentir de la peur, elle est maintenant convaincue que John Wick est devenu un vieil homme vendant des escalopes de porc. La grand-mère leur propose alors de goûter sa nouvelle recette de sauce, et comme un chat avec du poisson, Yuki est impatiente de goûter. Elle mange une cuillerée et plane complètement jusqu'au 7e ciel. Plus tard dans la soirée, après avoir terminé le dîner, Yokoya est tiraillé car il veut toujours en savoir plus sur les 9 descendants du dragon, mais il se dit aussi qu'il ne devrait pas après avoir vu à quel point Yuki est heureuse dans sa nouvelle vie. Yokoya réalise que seul Yuki peut lui parler de son passé, et bien qu'il veuille lui demander, il sait que cela lui fera mal avec la même douleur qui le blesse. Il s'endort et rêve de sa mère qui l'a quitté, et malgré son désir de l'étreindre une dernière fois,
elle ne l'a jamais serré en retour. Yokoya se réveille en larmes, serrant Yuki, et alors qu'elle explique qu'elle l'a attrapé dans son sommeil, Yokoya se glisse vers ses puddings et s'excuse rapidement. Sachant que Yokoya rêve des seins maternels de sa maman, Yuki lui propose de s'allonger de nouveau sur ses genoux, mais soudainement, le téléphone de Yokoya tombe, et lorsque Yuki le ramasse, elle voit que Yokoya est curieux de son passé. Yuki avoue qu'elle-même ne sait pas ce que sont les 9 descendants du dragon, car lorsqu'elle était assassin, tout ce qu'elle faisait était de suivre les ordres de son maître et de ne pas rejoindre l'organisation. Bien qu'elle ait rencontré certains membres, Yuki ne connaît pas leur nom, car tout ce qui l'intéresse, c'est sa mission et de ne pas décevoir son maître. À cause de son passé, elle a encore du mal à s'habituer à cette vie belle et apaisante, pensant qu'elle vit dans un doux rêve. Mais chaque fois qu'elle voit Yokoya, elle se souvient que ce qu'elle veut, c'est être une fille normale. Yokoya lui dit qu'il ressent la même chose, car après ce qui s'est passé avec Nita, il veut aussi en savoir plus sur elle et l'aider à atteindre son objectif. Yuki lui sourit chaleureusement et Yokoya commence à rougir, mais après avoir entendu que Yokoya veut en savoir plus sur elle, Yuki accepte d'en révéler plus sur elle-même. Elle lui dit que la raison pour laquelle elle aime qu'il s'allonge sur ses genoux, c'est parce que la première fois qu'ils l'ont fait, elle a senti que pour la première fois, elle aidait vraiment quelqu'un. Alors elle lui dit que chaque fois qu'il fait des cauchemars, ses genoux lui sont toujours ouverts. Pour équilibrer son geste, Yokoya révèle ensuite que le rêve qu'il a eu n'était pas un cauchemar, mais un rêve plein d'espoir, car il a vu Yuki prendre la chaleur qui lui manquait de sa mère. Comme tous les autres jours, Yuki commence sa journée en se réveillant, en s'habillant et en commençant ses tâches ménagères. Elle fait la lessive, dont elle est fière après avoir eu du mal au début, elle lave la vaisselle, joue avec le chien et continue la journée comme d'habitude. Dans l'après-midi, Yuki va au marché pour acheter des provisions alimentaires, et chaque mec qu'elle croise la dévore des yeux. Pendant ses courses, un petit garçon parle à Yuki et la complimente sur sa beauté. Mais le petit négo trop d'écart et lui dit que son costume de servante n'est pas quelque chose qu'une fille normale porterait. Cela choque Yuki, et quand elle rencontre Yokoya, qui vient d'acheter des livres, elle lui demande si ce que le petit morveux a dit est vrai. À cause de ses inquiétudes, Yokoya emmène Yuki faire du shopping pour des vêtements, mais après leur arrivée, Riko et Grace les y attendent. Yokoya demande pourquoi ces deux bons à rien sont là, et tandis que Riko est venu volontairement pour aider son frère à choisir des vêtements, Grace révèle qu'elle a piraté son téléphone et veut voir Yuki avec de nouveaux habits. Riko demande à Grace si elle est aussi une assassine, mais au lieu de répondre, Grace l'embrasse, ce qui inquiète Yokoya. Mais au lieu de s'étouffer, Riko se met à sentir l'odeur de sa poitrine laiteuse encore plus. Riko suggère qu'elles aillent dans un certain magasin, et tandis que Yokoya s'attend à des vêtements moins tape à l'œil, Yuki essaie des tenues de maid encore plus extravagantes. Alors que Riko commence à prendre des photos de Yuki pour son propre usage, Yokoya la réprimande pour les avoir emmenés dans ce magasin. Soudain, Grace suggère un autre magasin, et bien que Yokoya ne pense pas que cela pourrait être pire, ça l'est car Yuki a maintenant l'air de coûter 5 $ de l'heure. Ils commencent à essayer plus de vêtements, certains jolis et d'autres qui font fondre tous les hommes. Ils demandent à Yokoya son avis, et quand il suggère une robe blanche, Grace le traite de dépravé caché qui aime se faire plaisir sous la couverture. Ensuite, ils réussissent à survivre et à faire du shopping pour des vêtements. Avec Halloween qui approche, Riko les encourage à acheter des costumes aussi, alors ils essaient des costumes de sorcières ou de policières que n'importe quel homme aimerait se faire arrêter par. Yokoya remarque une affiche de film d'horreur et exprime combien il est fan. Grace et Riko suggèrent ce qu'ils devraient regarder, mais Yuki semble confus sur ce dont il parle. Yokoya lui demande si elle n'est jamais allée au cinéma auparavant, et Yuki dit qu'elle y est déjà allée, mais au lieu de regarder, elle était toujours là pour une mission d'assassinat. Ils vont ensuite regarder le film, mais même si Yuki était une ancienne tueuse de classe mondiale qui éliminait des gens à tout bout de champ, la vue des zombies lui fait une peur bleue. Après le film, ils essaient de la calmer, affirmant que ses compétences d'assassin seraient facilement victorieuses contre les zombies, mais Yuki continue de se plaindre, affirmant que l'idée d'un cadavre puant qui marche la dégoûte et que leur bouche claquée a besoin d'un tic-tac. Ici, Yokoya se rend compte que la façon dont Yuki voit les choses est à travers le prisme de ses expériences passées en tant qu'assassin. Ensuite, ils achètent des crêpes et les savourent ensemble en tant que groupe de personnes amusantes. Juste à ce moment-là, une fille aux cheveux roses, Neka, les regarde avec envie, désirant elle aussi s'amuser, mais son professeur, Taki, la réprimande pour être trop imprudente, affirmant qu'elle doit être prudente. Puis, en rentrant chez elle, Grace se fait dire par Yokoya de rentrer d'abord pendant qu'il ramène Riko chez elle. Cependant, Yuki prend un détour et s'admire dans ses nouveaux vêtements, mais ensuite, elle pense encore à sa tenue de soubrette. Dans sa chambre, après réflexion, elle remet sa tenue de femme de chambre et va jouer avec Mochi. Cependant, elle se rend compte qu'en allant faire du shopping toute la journée, elle n'a pas fait la lessive.
Elle voit la serviette sale de Mochi et veut la nettoyer, mais Mochi refuse et s'enfuit avec. Puis, le courant se coupe et l'éclairage extérieur lui rappelle le film de zombies qu'elle vient de regarder. Pendant ce temps, avec sa serviette dans la bouche, Mochi heurte accidentellement une table, laissant tomber de la nourriture sur sa tête. Le bruit surprend Yuki et, bien qu'elle s'ait peur, elle va enquêter. Surgit une créature d'apparence étrange tout droit sortie de l'enfer, et avec un couteau à la main, Yuki découpe la serviette de Mochi. Ensuite, Mochi commence à pleurer pour sa serviette, et tandis que Yuki promet de la réparer, Yokoya doute d'elle après avoir vu à quel point la serviette est détruite. Elle promet qu'elle le fera, et Yokoya la croit, lui apportant son soutien. Il remarque qu'elle est revenue à la tenue de femme de chambre et lui demande si elle déteste les vêtements qu'elle a achetés. Bien que Yuki affirme qu'elle aime les nouveaux vêtements qu'elle a achetés, son ancien costume de femme de chambre est un cadeau de son défunt maître qui croyait en son rêve de vouloir être une fille normale. Son costume de domestique est la seule chose que Yuki possède qui lui rappelle son ancien maître. Et elle demande à Yokoya si elle peut continuer à le porter malgré le fait qu'elle ne ressemble pas à une fille normale. Avec son impeccable charme à la Chad, Yokoya dit à Yuki qu'il n'y a rien d'étrange chez elle, même si elle a peur des zombies en tant qu'assassin ou qu'elle veut même porter ce qu'elle aime chaque jour, sa tenue de domestique. Yokoya lui assure que même les personnes les plus normales ont des choses bizarres qu'elles aiment, et que la meilleure chose que Yuki puisse faire est d'être elle-même. Yuki se sent heureuse et réconfortée après avoir entendu cela, et Mochi aboie en guise d'accord. Yokoya le soulève et remarque que la serviette est la même que celle dans laquelle ils l'ont trouvée. Il soupçonne que Mochi aime la serviette parce qu'elle a l'odeur de ses parents, et après avoir entendu cela, Yuki insiste pour qu'elle répare la serviette de Mochi dès que possible. Yuki déclare que tout comme la serviette rappelle à Mochi ses parents, elle a la cloche qui lui rappelle sa sœur. Cela surprend Yokoya d'entendre cela, car il ne peut pas croire qu'il y ait une autre femme de ménage assassin avec des joues aussi épaisses que celles de Yuki. Quelques jours plus tard, alors qu'ils mangent des nouilles ensemble, Yokoya demande à Grace où se trouve la sœur de Yuki, mais elle dit qu'elle ne sait pas et se contente de mentionner la cloche de Yuki et son nom de famille étant Hoa. Lorsque Yokoya essaie de parler davantage, Grace l'arrête. Étant étrangère, Grace adore et apprécie le ramen comme faisant partie de la culture japonaise. Mais quand elle voit Yuki noyer le ramen dans le katsuit comme sauce, elle commence à s'agiter, la menaçant qu'elle va la faire s'étouffer avec la sauce pour avoir manqué de respect au ramen. Mais Yuki profite simplement du ramen sans se soucier. Plus tard, ils vont acheter plus de sauce après que Yuki en ait manqué. Mais à sa grande déception, le commerçant l'informe qu'ils n'ont plus de sauce et qu'elle ne sera disponible que la semaine prochaine, ce qui la blesse profondément. Avec sa sauce étant limitée, Yuki prévoit de l'utiliser avec parcimonie, mais en la voyant triste, Yokoya veut lui remonter le moral. Il demande à Yuki ce qu'elle se souvient de sa sœur, mais Yuki lui dit tristement qu'à cause de son passé, elle ne se souvient pas de ce à quoi ressemblait sa sœur ou ses parents applaudis. Tout ce dont elle se souvient, ce sont les cloches que sa mère lui a données ainsi qu'à sa sœur, et elle espère que sa sœur reconnaîtra la cloche qu'elle porte quand elles se rencontreront. Mais après 10 ans, elles ne se sont pas rencontrées, et elle a peur que sa sœur la déteste parce qu'elle ressent que Yuki l'a abandonnée. Cependant, Yuki dit que si sa sœur vit une bonne vie, elle est heureuse et ne se soucie pas de ne jamais se rencontrer. Soudainement, deux des amis ringards de Yokoya, Taiga et Kobachi, arrivent et montrent leur jalousie envers Yokoya pour avoir une cousine plantureuse de l'Alabama. Taiga montre à Yokoya son nouveau disque compact avec un artiste qui se produira au festival de Katsuda. Et Kobachi réprimande Yokoya de ne plus traîner avec eux, mais de passer son temps à s'amuser avec les seins de Yuki. Cependant, Taiga remercie Yuki d'être là car sa présence rend Yokoya plus heureux. Les garçons commencent à révéler le passé de Yokoya pour être excentrique et un chunibyu qui agit comme un personnage d'anime qui décroche des bitches tous les jours, alors qu'en réalité, Yokoya n'arrive pas à séduire personne. Yokoya en a assez et couvre la bouche de Taiga, mais cela le fait lâcher son CD. Mais avant qu'il ne tombe, Yuki lève son sac pour le sauver, ce qui provoque son Katsuda à glisser et à se répandre dans la rue, tandis que Yuki regarde avec douleur. Cette nuit-là, Yuki fait un cauchemar où la sauce Katsuta lui dit qu'il la déteste et préfère napper la sauce ailleurs plutôt que sur ses douces joues. Elle se réveille traumatisée et lorsque Yokoya entre, elle lui dit que sans la sauce, sa vie est sans sens. Après avoir raconté à Yokoya son rêve sur comment la sauce Katsuta l'a trahi, elle lui dit qu'elle a fait un autre rêve mais n'a pas continué sa phrase. Après des jours du même cauchemar, elle va dans la chambre de Yokoya et lui demande de dormir avec elle. Et bien que Yokoya espérait des câlins au début, il lui dit qu'il doit étudier et ne peut que l'accompagner pour dormir. Après s'être calmé, Yuki souligne à quel point Yokoya est vraiment une personne formidable. Et bien que troublée, Yokoya se demande pourquoi elle dit cela. Soudainement, elle demande à Yokoya s'il a déjà détesté quelqu'un, et Yokoya avoue qu'après certains incidents dans son passé, il n'aime pas son propre père. Après avoir entendu cela, Yuki revoit son propre passé avec sa sœur et les cloches.
Elle se sent mal à l'aise et retourne rapidement dans sa chambre, laissant Yokoya inquiet. Dans ses cauchemars, non seulement de Sauce la trompe, mais il commence à narguer Yuki pour avoir abandonné sa sœur et être haï par tout le monde, car tout ce qu'elle sait faire est d'assassiner des gens. De Sauce continue de bavarder et montre Yokoya et sa sœur en disant comment il déteste secrètement Yuki dans son dos. Soudainement, la Sauce ramène Yuki à son passé, quand elle était une petite prodige populaire qui parlait 15 langues et avait une mémoire photographique. Cependant, malgré toute l'attention et la lumière des projecteurs, tout ce qui importait à Yuki était de rendre ses parents fiers. Lors de l'un de ses anniversaires, la famille profitait de leur célébration, mais la sonnette retentit, et quand ses parents vont ouvrir, le monde de Yuki s'effondre. Il se retourne pour jeter un coup d'œil, mais sans rien dire à Yuki. Il continue de marcher vers l'obscurité, laissant Yuki et sa sœur derrière. Les parents ont été assassinés par des tueurs qui voulaient kidnapper Yuki pour ses talents. Dès lors, les émotions de Yuki sont anesthésiées, et ils l'ont transformée en tueuse, effaçant lentement ses émotions et les échangeant contre des compétences. Le cœur froid de Yuki a poussé sa sœur à la détester, mais elle a continué. Soudain, son ancien maître apparaît, voulant la ramener, mais avant que cela n'arrive, Yokoya la réveille de son cauchemar. Yokoya dit à Yuki qu'il s'inquiète pour elle, et sans hésiter, Yuki le serre dans ses bras et l'attire dans son lit. Yokoya est très excitée par ce développement, mais elle lui demande de rester comme ça. Yokoya sent à quel point elle le tient fermement, et il sait qu'elle aura encore fait un cauchemar, et Yuki avoue que c'était un souvenir de son passé sombre. Pour la calmer, Yokoya lui tapote le dos en disant que cela ressemble à un battement de cœur réconfortant. Et pendant que Yokoya continue de tapoter, elle s'endort lentement au son du battement de cœur apaisant de Yokoya. Le lendemain, après avoir découvert que Yuki ne sait pas ce qu'est le festival Katsuta, Taiga explique que le festival consiste en des festivals de culture, de sport et de musique où les classes participent, avec le gagnant recevant une sauce Katsuta spéciale. Après avoir entendu cela, Yuki commence à saliver, voulant gagner. Mais on lui dit qu'elle doit remporter chaque festival tout en ayant une bonne note. Yuki montre sa note au test, pensant que c'est suffisant, mais Yokoya l'informe qu'elle doit dépasser la moyenne, qui est de 60 points, pour concourir. Yuki commence à paniquer avec sa mauvaise note, mais les gars la calment, disant qu'elle doit bien réussir les examens pratiques. Alors Yuki se concentre là-dessus. À l'heure du déjeuner, Grace tend à Yuki son sandwich Katsuta dans le cadre de leur accord, et quand Yuki la remercie, elle se sent partagée à ce sujet et lui dit de filer. Yokoya commence à parler du désir de Yuki de participer au festival de Katsuta, et après avoir entendu cela, Grace voit son opportunité. Elle montre à Yuki une feuille de test sans nom dessus, et lui dit qu'elle sait que c'est Yuki qui a oublié de mettre son nom. Là, Yuki réalise qu'elle a oublié de mettre son nom, et Grace lui dit que sans son nom, Yuki échoue automatiquement au test. Yuki essaie de marchander, mais Grace lui dit qu'elle peut mettre son nom tant qu'elle arrête d'apporter de la sauce Katsuta dans les boutiques de ramen, ce que Yuki aime faire. Soudain, un éclat rose apparaît derrière Grace, et quand elle regarde à nouveau le papier, le nom de Yuki est dessus. Et tandis que Yuki essaie d'expliquer à Grace ce qui s'est passé, Yokoya lui dit de se taire et de laisser faire. Grace prend congé comme une mauvaise perdante, et bien que Yokoya ne sache pas ce qui s'est passé, derrière eux, une fille aux cheveux roses, Naka, les a aidés. Cependant, Yuki la confronte pour la remercier, révélant qu'elle l'a vue traverser l'air à toute vitesse. Alors que Naka panique après s'être fait attraper, elle rassemble son courage et dit au couple qu'elle sait comment gagner le festival de Katsuta. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour ne rater aucune vidéo sympa. À la prochaine!